Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. La campagne électorale en vue du double scrutin de février n'est pas encore lancée que l'élection a déjà pris un tournant décisif, surtout dans les régions anglophones en crise depuis 2016. Les indépendantistes anglophones ont décidé d'instaurer le régime de la terreur. Il ne se passe plus une semaine sans que l'on ne parle de maisons ou d'édifices publics incendiés. Une seule raison, ils sont contre la tenue d'une élection dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a encore quelques jours, ce sont les militants du Social Democratic Front qui ont été kidnappés et restent d'ailleurs en captivité pour préparation en vue d'une participation aux élections de février. Pour finir d'intimider les leaders séparatistes, promettent une sanction exemplaire à toute personne qui sera aperçue dans les artères des villes du nord-ouest et du sud-ouest entre le 7 février et le 12 février prochain. Pendant ce temps-là, le gouvernement a décidé de l'envoi de près de 700 hommes pour sécuriser l'ensemble du processus électoral dans ces deux régions. Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée comme tous les vendredis par Nadine Yambou. Et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite et maintenant, Madame, Messieurs, c'est le fait du jour. Intimidation, enlèvement, boycott, péril sur le double scrutin. Madame, Monsieur, c'est une interrogation. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Samuel Mout. Bonsoir Samuel Mout. Bonjour, c'est Jalem Motou. Bienvenue, bon retour. Oui, bon retour, effectivement. Je crois que je suis très content d'être là. Bon, ouais. Je me suis reposé. Nous aussi. Hein? Je me suis reposé pendant un moment. Je pense que le débat va vous prépariez la campagne? Non, le débat va continuer. Non, il n'y a pas que la campagne. Je ne suis pas un politique de profession. J'ai bien d'autres petits bricoles que je fais à côté. Donc, effectivement, j'ai une vie plutôt assez remplie. Et Samuel Mout, candidat à la députation dans le département du Cap. Oui, vous êtes seul d'ailleurs? Je suis candidat. Vous êtes déjà honorable, c'est ça? Non, il y aura toujours une campagne à faire parce que au-delà de tout, les populations... Vous allez battre campagne pour convaincre qui? Je ne vais pas... Face à qui? De ce plateau ici, je ne pourrais pas le dire, mais je sais très bien que les citoyens qui sont dans ce département-là ont bien envie de voir effectivement que l'on peut battre campagne. Mais au moins, ne serait-ce que pour leur dire ce qu'on entend faire dans le cadre de l'activité parlementaire, mais également ce qu'on peut faire également pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur le département. Okay. Je crois qu'il faudra leur expliquer. Parce que, je veux dire, on ne fait pas seulement notamment la campagne pour battre quelqu'un, on peut également faire la campagne pour pouvoir informer. Dans le cadre de cette information-là, je pense que nous serons sur le terrain 24 heures sur 24 pendant les 15 jours de campagne qui sont impartis. J'en profite d'ailleurs pour saluer l'ensemble de vos téléspectateurs qui me retrouvent, je ne sais pas moi, après 6 mois de disette. Pas 6 mois, c'est pas 6 mois, c'est au mois de novembre, ça. C'est au mois de novembre. Ouais. Il a compté en plus. et en même temps, j'en profite également pour les souhaiter bonne année. Je crois que c'est la première édition pour moi pour cette année-ci. Avant le 25. Avant le 25, bien entendu. Paulin Kemtio, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin Autou. Je dis bonsoir à M. Mott et à M. Wafo. Je réitère mes voeux les meilleurs pour tous les Camerounais pour cette année 2020. Ok, Paulin Kemtio du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est bien ça. Il conduit le front du boycott, c'est bien cela? Ce nom-là, ça vous arrange? Écoutez, ça nous arrange puisque c'est contenu dans nos propos, dans les propos du président du MRC et les raisons pour lesquelles le boycott actif a été lancés sont connus. Nous sommes toujours en guerre au nord-ouest et au sud-ouest et on n'a pas un code électoral qui nous permet d'avoir une élection transparente et crédible. Donc sur ces bases-là, aller aux élections dans cette configuration, vous convenez avec moi que c'est un peu faire le jeu du RDPC. En tout cas, nous ne nous inscrivons pas dans cette dynamique-là. Ok. Voilà, bienvenue. Bonsoir Jean-Robert Wafo. Bonsoir cher Janin. Bonsoir tous les copanélistes. Bonsoir également
aux millions de téléspectateurs de l'Equinox. Jean-Robert Wafo, vous conduisez la liste mutualisée, c'est ça? Oui. À Douala deuxième. Oui, ça veut dire que vous allez à ces élections? Et bien sûr, c'est la coalition gagnante à Douala deuxième. Oui. Coalition gagnante. Coalition gagnante. C'est la coalition gagnante à Douala deuxième. C'est une liste qui est conduite par le SDF. Et dans cette liste, on retrouve l'UDC, l'ANDP, le PCRN et l'UPC des fidèles. Ah, okay. Donc vous comprenez très bien que nous avons mis nos égos de côté et nous sommes dit, les enfants de Nouvelle se doivent de prendre leur destin en main. Okay. Et c'est une grande première dans l'histoire politique de ce pays, du moins depuis l'avènement, le retour au multipartisme. Nous rencontrons, n'est-ce pas, les populations. Nous avons engagé, n'est-ce pas, des tournées d'explication, parce qu'il est temps que Douala deuxième soit réoxygéné. Ok. Dr. Itaiwane, you're welcome. Thank you so much, Mr. Sejale. Voilà, vous êtes le coordonnateur du Cameroun Patriotic Diaspora. That's exact. C'est bien cela? You're very correct. C'est pourquoi? Pourquoi ce mouvement? Well, this is the Cameroon Patriotic Diaspora. It's an assembly of Cameroonian diaspora organizations that are essentially based in the United States, Europe, and Africa. And in our ranks also we have what we call the sympathizers and friends of Cameroon. So these are also organizations that are not based in Cameroon, or people that are not Cameroonians by origin, but that have a deep sympathy, a deep love and concern for our country. And the movement was created to as some kind of a movement that reflects things over issues that relate to Cameroon. And for the past 4 years, we've constantly analyzed problems in Cameroon and proposed solutions. And most of the solutions have never been taken into consideration by the authorities on time, because we are dealing with a regime that is always reactive, that does not have the sense of being proactive, of anticipation. So, and if you go through our resolutions that were published from Paris to Brussels and finally last year in Munich, most of them have finally been implemented, but too late. So we are an organization that are we have a more proactive approach to problems of Cameroon. So we try to anticipate and propose solutions. And so the role of a government is not to resolve problems, it's to prevent them. So we have a preventive approach towards problems. Ok. Vous êtes également universitaire et politologue. Jean-Robert Wafo, je commence avec vous. Nous sommes le 10, c'est bien cela. En 2 semaines, c'est la campagne électorale. Mais le SDF, de plus en plus, fait parler de lui avant le lancement de cette campagne. Aujourd'hui, pouvez-vous nous dire quel est l'état, la mobilisation et surtout, pourquoi c'est seulement le SDF qui est, entre guillemets, persécuté dans le nord-ouest et le sud? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi seulement le SDF? Le SDF est persécuté parce que c'est pratiquement l'unique parti républicain. Le SDF est sous le feu, n'est-ce pas, des extrémistes. D'un côté, il y a des bandes armées, séparatistes, et de l'autre côté, il y a certains éléments, c'est-à-dire certains cadres, certains cadres de l'ordre gouvernant. Il faut que ce soit dit sur ce plateau. Qu'est-ce qui peut justifier, M. Serge Anoto, que depuis la publication des listes, et même bien avant, notamment depuis, je vais parler depuis la publication des listes par EDECAM, que ce soit uniquement le SDF qui soit persécuté dans cette région? Je veux bien qu'on m'explique. Les bandes armées, ou alors les séparatistes, ceux qui commettent dans les exactions, les extrémistes qui sont là, je veux dire, ceux qui prétendent défendre la cause anglophone, si c'était uniquement cela, c'est plutôt, n'est-ce pas, les candidats, ou alors les membres, n'est-ce pas, du parti État qui allaient être attaqués. Parce qu'il n'y a aucun parti politique dans ce pays. Et depuis le déclenchement, n'est-ce pas, de la crise en octobre
2016, a eu comme priorité la résolution de la crise anglophone. Parce que, voyez-vous, au niveau des institutions déjà, chaque fois qu'il y avait une session parlementaire, nos députés et nos sénateurs n'avaient de cesse de demander que soit inscrit à l'ordre du jour, n'est-ce pas, de ces différentes sessions, la question anglophone. Vous avez en mémoire, n'est-ce pas, l'opération Blocus qui a fait le tour du monde. Les images ont été diffusées dans les réseaux sociaux, où nos députés sont allés jusqu'au niveau du perchoir pour bloquer toute une séance consacrée à l'adoption, à l'examen de la loi des finances. Nous avons en mémoire, n'est-ce pas, les meetings que nous avons organisés à Boya, tous nos parlementaires, sénateurs et députés, ainsi que le chairman Idon Fouli. Tous sont allés à Boya, ils ont organisé un meeting pour dire tel que ça va là, il faut stopper. Il faut dialoguer. Vous avez vu également les meetings au niveau de Bamenda, de nos parlementaires, de nos, donc des membres du NEC. Vous avez également vu ici à Douala, notamment le 23 janvier. Michel et Joshua aussi ont participé à une marche qui a été sauvagement réprimée. L'objet de la marche, c'était la prise en compte de la crise anglophone. Au niveau des institutions, alors que nos parlementaires criaient avec insistance, s'indignaient avec insistance du fait que la question anglophone n'était pas inscrite à l'ordre du jour, on n'a pas vu un député ou un sénateur du parti État accompagner les parlementaires du SDF dans ce sens. Alors d'où vient-il que ceux qui empêchent, n'est-ce pas, ou alors ceux qui prennent nos militants en otage, nos candidats en otage, d'où vient-il qu'ils ne prennent que nos candidats et qu'ils laissent tranquilles, n'est-ce pas, les candidats du RDPC? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vais dire, comme dans chaque enquête criminelle, la première question qu'on se pose, c'est à qui profite le crime? Okay. Dans le cadre de ce que nous subissons là-bas, à qui profitent les kidnappings, les enlèvements et les intimidations? Qui a intérêt que le SDF ne participe pas à ces élections? Okay. Les premiers qui ont intérêt, ceux qui ont intérêt, d'un, il y a les bandes armées séparatistes, et de deux, celui qui obtiendra le bénéfice politique. Parce que si le SDF ne participe pas à ces élections là-bas, comme c'est fait, comme tout est mis en œuvre pour décourager le moral de nos troupes, qui sera le principal bénéficiaire? C'est le RDPC. Donc toute enquête, une enquête sérieuse, devait être diligentée dans le sens et des bandes armées, pas seulement des bandes armées, mais également des cadres de l'ordre régnant. Il faut que ce soit tenu pour dit. Et maintenant, et nous observons, M. Serge, allons au coup. Le SDF n'a jamais dit qu'il ne participera pas aux élections. Le SDF a dit que tant que les conditions minimales de sérénité pouvant entourer ces élections ne sont pas requises, le SDF avisera. Non. Il faut que ce soit clair. Permettez, le moment aussi, il a dit que il faut que ce soit résolu. Il a donné jusqu'au, je crois, au 8, la veille. Je vais vous dire, mais écoutez, c'est pas vous qui avez la parole. C'est parce que l'honorable avait dit. L'honorable aussi a dit qu'il soit résolu. Il a dit, oui, effectivement, je vais répondre à cette question. Il a dit que ce sera jusqu'au 8. Oui. C'était indicatif. Ok. Mais c'est-à-dire que donc ce n'était pas un délai ferme. Parce que la politique est dynamique. Okay. Et entre-temps, on a vu des mesures. Bref, le gouvernement a promis que les conditions de sérénité, ou alors du moins, seront prises pour qu'il y ait une relative accalmie. Le SDF observe. Ok. Le SDF indiquera, oui, en tant que de besoin, n'est-ce pas, la conduite définitive. Voilà. Donc par rapport à ces élections. Il ne faut pas travestir la parole de monsieur aussi. Il avait dit le SDF n'ira pas aux élections si la crise anglophone perdure jusqu'en février 2020. Voilà ce qu'il a dit. Jusqu'à la date de l'élection. Il ne faudrait pas travestir. Mais vous dites la même chose que moi. Je me demande même. Mais écoutez. Merci. C'est ce que j'ai dit, monsieur. Ne prenez pas la parole pour prendre la parole. En jugeront. Mais février 2020, c'est quand? Permettez donc de réagir, Jean-Robert Wafo. Samuel Mout, vous avez suivi le représentant du SDF sur ce plateau. Il dit l'absence du SDF au double scrutin profite, 1, aux bandes armées, 2, au RDPC qui va gagner politiquement.
Et pourtant, Est-ce que vous lui répondez? Et pourtant, au début de sa parole, il a dit qu'il est un parti républicain. Je n'ai pas très bien compris l'évolution qu'il a mené à ce genre d'affirmations, qui sont, à mon sens, des affirmations gratuites. Mais bon, on sait très bien que quand on est dans l'arène politique, il y a un certain nombre de choses que l'on doit également assumer au quotidien. Je peux reconnaître en toute humilité qu'effectivement, pendant un moment, notamment dans les années 90, nous avons perdu du terrain dans cette zone-là. Mais vous avez vu également, en ayant un discours de sincérité, nous avons pu rattraper un certain nombre de bastions qui étaient jusque-là réservés au Ouest-Est, sans toutefois qu'on l'accompagne soit par des raptes de personnes, soit par des prises d'armes. Donc quand il commence à faire ce genre de dérive-là, je commence un peu à m'inquiéter. Je considère seulement de ma part qu'en réalité, ils étaient plus ou moins dans une sorte d'accord tacite. Et très souvent, on n'aime pas voir ses alliés faire des débordements. Hein. Quand on a dit qu'on veut faire quelque chose ensemble, il vaut mieux qu'on soit ensemble jusqu'à la fin, même si on y va au suicide collectif. Et quand il y a quelqu'un qui commence à se détacher, très souvent également, on peut utiliser des mesures de rétorsion. Non, nous soyons républicains pour pouvoir dire effectivement qu'on n'aurait pas dû gérer ce genre de crise, qu'on n'aurait pas dû l'encenser. Ils ont été dans la connivence pendant un moment, en pensant qu'effectivement, ils pouvaient utiliser cela comme étant un argument politique, justement contre le RDPC. Mais ce n'est pas le RDPC ici qui était en cause, c'est la nation camerounaise qui était en cause, c'est l'État qui était en cause. Et généralement, lorsqu'on se revendique de parti républicain, la seule question qui vaille, c'est que si j'étais aux responsabilités moi-même à ce moment de la crise, quelles sont les dispositions que je prendrais? Les dispositions qu'on prendrait, ce ne serait pas de dire d'être d'une certaine compréhension, d'une compréhension certaine de l'ensemble de ces actes déviants. Ce serait tout simplement de dire on n'a pas besoin d'instaurer une pagaille à l'intérieur d'une zone géographique donnée. On doit faire en sorte qu'on puisse veiller à la sécurité des hommes et des biens et qu'on ait des positions justes et fermes de telle manière à ce qu'on puisse revenir à un fonctionnement normal de l'État. Ce qui s'est installé dans le nord et le sud aujourd'hui, c'est effectivement, comme vous l'avez dit vous-même, hein, c'est des bandes armées qui donnent des ultimatums aux gens. Ce n'est pas républicain tout ça. C'est des bandes armées effectivement qui font des... Est-ce que la réponse est dans ces 700 soldats qui arrivent? Non, les 700 soldats, effectivement, c'est pour, dans un premier temps, déjà, au moins sécuriser le processus électoral, parce que nous considérons que dans la République, c'est d'ailleurs le centre de l'intervention du chef de l'État au 31 décembre. Quand on est en situation de désaccord, et Dieu sait ce qu'en République, et Dieu sait que dans une société, il y a des situations de désaccord qui se posent, on a toujours un arbitre. Et dans le cas d'une situation démocratique, l'arbitre, c'est le peuple. Et c'est pour cette raison-là, effectivement, qu'il ne faut pas tenir les gens en haleine. Il y a la vie publique, elle est séquencée. Lorsque vous avez dit, effectivement, pendant un moment, vous avez tenu des discours comme Jean-Robert Wafo aime bien les tenir en disant qu'ils n'ont rien fait du tout, il faut que quand cette échéance-là arrive, qu'on fasse tout. Également, c'est une position républicaine qui consiste à dire, même si on a une situation de divergence forte comme celle que nous avons au nord-est et au sud-est aujourd'hui, on peut, le temps de cette consultation-là, taire les armes. Et l'ensemble des gens qu'on envoie là-bas aujourd'hui, c'est au moins pour pouvoir sécuriser ce processus électoral-là. Je suis encore surpris, et vous voyez très bien que quand vous nous renvoyez à la figure l'ensemble des déclarations alambiquées qu'ils font ici ou là, ils ont du mal à les gérer. Hein. On va fermement à l'élection, il n'y a pas de menace à faire. Et dans une république, Jean-Robert Wafo, il n'y a pas de menace. La seule république qui puisse, la seule règle qui vaut dans une république, c'est de dire quand on est en situation de, soit on prend la couverture des institutions, ça peut être des institutions des forces de sécurité, mais ça peut être également une institution judiciaire qui nous départage, mais je ne recevais absolument pas de menaces. Donc, ce serait bien qu'ils arrêtent, et que notamment Joe soit aussi se remettre à l'évidence, effectivement, au moins, il y a une porte de sortie qui doit être tout faite par, comment dirais-je, monseigneur le cardinal Toumi, en disant qu'il y a une situation qui insiste plutôt à l'optimisme et que les choses sont en train de revenir à son calme. Il faut qu'il bondisse là-dessus pour pouvoir dire, nous avons effectivement exigé que tout soit réglé. Effectivement, dans le cas d'une crise comme celle-là, ça ne peut être que des horizons de longue durée, mais comme nous avons annoncé qu'il y a effectivement des choses qui reviennent à la normale, on va aller résolument aux élections. Et de toutes les façons, c'est le mode opératoire du SDF, je sais qu'ils voteront. Ok. Docteur Iwane d'abord. Intimidation, enlèvement, et il y a depuis mardi, les soldats qui débarquent là-bas. Comment vous appréciez cette situation dans le Nozo? I think this is going to make the situation even much more complicated than it is right now. Ça se complique pour vous? Yeah, exactly. It's getting complicated, and I love our CPDM friend. Oui.
when he gets into a lot of contradictions. Okay. Now he sits here in this TV room and describes and paints a situation so good without having made the effort to visit these areas. I came from Bangam yesterday. I was there again a couple of days ago. Last week I was in Tico and other regions of the Southwest. So I'm able, despite the fact that I live in the diaspora, I think I have a better understanding of the situation on the ground than you do, because I make the effort to go there despite the risk involved. Because I don't just want to make statements on TV. I want to speak. Well, Tico is a bit more calm. Okay. Okay. Thank you. There are areas. Limbe. There are areas where you don't talk about Limbe. The Southwest and the Northwest regions are not limited to. Non, je demande. Puisque vous avez parlé de Chico, je demandais Tico et Limbe, ça se passe comment? In Limbe, it is a bit calm, but people, you see it, they live in fear. So sending more troops to these regions, it's going to further intimidate the people. Now, we are talking here about elections, and we at the CPD, we are fundamentally against the holding of the next elections, because I think we have a different understanding of a state. The most important aspect of a state is its security and its ability. The survival of a state depends on its ability to secure peace. And that's why we came up in our new motto, and we say it is peace first and elections later. You cannot, under these circumstances, organize free and fair elections. Elections are a process that gives the people the opportunity to select their own leaders. And this process has to be free, it has to be inclusive and accountable. Mais je dirais aussi, j'ajouterai en français, vraiment, il faut être un extraterrestre, comme nos amis du RDPC, pour croire que dans ces circonstances, qu'on peut organiser des élections libres, transparentes et inclusives dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Et pas seulement dans ces deux régions. Il y a aussi les régions à problème comme l'extrême nord. Il y a la région de l'Est. Donc, si vous organisez des élections parce que je vous dis, je suis parti de Bangam, il n'y a qu'une seule liste, c'est la liste du RDPC. Parce que les autres n'ont pas de moyens de se déployer dans ces régions-là, dans ces villes-là. Écoutez-moi, j'ai eu l'humilité de vous écouter, écoutez-moi aussi. Non, mais parce que pour alimenter votre conversation. Oui, donc, il n'y a que le RDPC, il n'y a qu'une seule liste dans ces régions. Et pourquoi? Parce que les voyous qui sont dans le gouvernement, qui abusent. Non, je mesure mes mots. Oui. Je mesure mes mots. Et je prends l'entière responsabilité de tout ce que je dis. Okay. Donc ceux qui sont dans le gouvernement abusent des moyens de l'État pour se déployer dans les régions de crise. Ils viennent avec des militaires. Les représentants du RDPC, du SDF et d'autres partis n'ont pas ce moyen. Donc ils ne peuvent pas se représenter dans ces régions-là. Ça veut dire les élections ne sont pas inclusives. Donc exclure les Camerounais des deux régions de ces élections. Donc ça veut dire un point en dehors de l'aspect sécuritaire. Il y a l'aspect sécuritaire. Donc là vous dites qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Il n'y a pas de possibilité. Oui. Alors c'est pour cette région que les autres partis n'ont pas de candidats dans ces villes-là, dans ces régions-là. Et en plus, si vous organisez ces élections en février, je vous dis, vous confirmez la sécession du Cameroun. Et je le dis et je le répète, c'est le RDPC, avec ses multiples fautes. Oui, mais il y a des régions. Là, moi, je dis, je suis originaire de la coupée Mwanengouba. Oui. C'est pas possible. Il n'y a que le RDPC. Moi, je dis, c'est pas des élections, ça. C'est pas des élections. Okay. Ça, c'est une élection faite pour le RDPC, à l'exclusion de tout autre parti. Ok. Paulin Kamjo, vous avez vu ça à distance et vous vous êtes retiré. La paix d'abord. C'était le préalable. Bien entendu, c'est j'allais autour de la paix d'abord. Je reviens un peu sur l'intitulé de votre émission. Oui. Intimidation, enlèvement et boycott. Péril sur le double scrutin. Je vais plutôt dire péril sur la vie. La vie des victimes de la guerre fratricide que Paul Biya a lancée en 2017 contre une partie de son peuple. Parce que on a trop vite fait de parler des élections. Alors que pour qu'il y ait une élection, il faut qu'il y ait des personnes. Des personnes. On se rappelle que
on est dans une crise qui dure depuis 3 ans et les victimes sont nombreuses. Laissez-moi vous dire ce que c'est qu'une victime. Une victime, c'est toute personne qui, du fait de l'action intentionnelle au nom d'une autre personne ou d'un groupe de personnes ou d'un événement non causé par un processus, a subi une atteinte à son intégrité physique, mentale ou à ses droits fondamentaux ou une perte matérielle ou tout dommage ou préjudice. Si je m'arrête sur les droits fondamentaux, on peut dire que le droit de voter est un droit fondamental. Mais pour qu'on puisse voter, pour qu'on puisse dire que c'est un droit fondamental, il faudrait que ça soit une élection pacifique, une élection libre. Voilà donc des personnes qui viennent de subir une situation qui les a affectés et qui a fait en leur sein d'énormes personnes en situation de détresse. Les voilà sans aucun secours, on les demande d'aller à une élection. En fait, de quoi est-il question? Vous avez dit dans votre reportage que M. Paul Biya l'avait dit dans son discours, il devait renforcer la présence militaire pour que ces élections se tiennent coûte que vaille. Il a commencé à renforcer. Ben voilà, 700 militaires. Le scénario, gendarme. Le scénario, il est lequel? Le scénario, il n'est pas celui d'une opération militaire qui doit se passer au nord-ouest. Il est celui d'une opération civile qui doit se passer. Et les élections, ça suppose quoi? On le sait, les Zimbabwe ont déclaré le lockdown entre le 7 et le 12 dans cette zone. Ça suppose donc quoi? Ça suppose que de façon claire, et au regard de la présence militaire que M. Paul Biya envoie au nord-ouest, qu'il y aura une confrontation armée à cette occasion. J'ai dit mais une confrontation armée à cette occasion. Ça veut donc dire que M. Paul Biya, celui qu'on croyait être la personne qui doit préserver nos libertés et nos sécurités, décide d'utiliser le peuple anglophone comme de la chair à canon, puisqu'on aura 2 partis en conflit, au milieu desquels se trouvera une population qu'on invite à voter. Soit dit en passant, la plupart des administrateurs de cette zone sont à Yaoundé ou dans d'autres villes. Alors il faut donc vous poser la question, pourquoi est-ce que M. Paul Biya veut coûte que coûte aller à ces élections? Parce que quand même, on ne peut pas croire que le type, il a perdu le nord. Le monsieur d'à côté de la Cameroun, Patriotique Diaspora, le disait, on ne comprend pas. Mais il faudrait comprendre de quoi il est question. Paul Biya, après son grand dialogue national, nous a dit, et Dieu seul sait que ça nous a affecté au point, il nous a dit qu'il a couru à Paris, fait un report de son dialogue à Macron. On le sait, depuis 2018, oui, à Macron, depuis 2018, la solution de la France pour la crise au Cameroun, c'est la décentralisation. Après, dans le rapport du grand dialogue, on a prescrit à M. Paul Biya de tout faire, de mettre en place un code pour la décentralisation. Ce qui est en jeu, c'est la sortie entre l'influence de la France de la région du Nord-Ouest. Et la France ne veut l'admettre sous aucun prétexte. On le sait, aujourd'hui sur la scène mondiale, seule la France soutient M. Paul Biya. Partout, les informations qu'il y aurait eu un génocide au Nord-Ouest sont diversifiées. Et donc, on sait très bien que si la région du Nord-Ouest sort du giron du Cameroun, le blackout que l'on observe aujourd'hui sur cette région, où personne ne connaît exactement ce qui s'y passe, ne sera plus le cas. Puisqu'on pourrait avoir accès à ces zones et savoir exactement ce qui s'y passe. Et donc c'est tout l'enjeu. C'est pourquoi, coûte que vaille, M. Paul Biya veut aller à ces élections. Parce qu'il y joue sa vie personnelle. Il y joue sa vie et sa survie. Mais comme le disait mon confrère à côté, ça ne va pas prospérer. Pour revenir sur certains mots que le SDF a dit tout à l'heure, vous permettez? Oui, pourquoi est-ce que ce n'est que le SDF qu'on attaquait? Mais il faudrait que M. Wafo ait la mémoire courte pour ne pas comprendre que la région du Nord-Ouest est le bastion du SDF. Mais pas et seul, que le comportement du SDF, est perçu comme cela, comme une trahison à la cause anglophone. J'ai entendu M.
ou il faut égrener un ensemble de choses qu'ils auraient fait. Mais on oublie très vite que c'est Joseph Yuba, en novembre 2016, un député SDF, qui a lancé le front pour que cette crise n'ait pas lieu. L'establishment du SDF l'a lâché. Il n'a reçu aucun soutien, puisqu'il y a eu un mandat qui a été lancé contre lui. Et aujourd'hui, le SDF essaye tant bien que mal de vouloir gagner des lauriers sur le sang du peuple du Nord-Ouest. On ne comprend pas comment ce parti qui, on se rappelle encore que M. Jean Tsomelou le disait à la sortie des élections, quand il faisait le bilan de leur participation aux élections présidentielles, avec 3,35% de vote pour aussi un des scores les plus piètres pour un parti aussi grandiose, il reconnaissait que près de 800 000 voix. Vous reconnaissez ce score-là pour le SDF? Non, il reconnaissait. Je parle de... Je aussi. 3, écoutez. C'est les résultats officiels. Je vous dis que Jean Tsomelou disait que près de 800 000 voix. Il disait que près de 800 000 voix. Les personnes qui votent habituellement le SDF au Nord-Ouest n'avaient pas été déportées sur le SDF. Alors vous avez un parti comme celui-là, où son bastion phare est la région du Nord-Ouest, où il gagne tous ses députés dans cette région. Vous ne comprenez pas qu'il aille à cette élection alors que tout le monde lui demande de ne pas y participer. Ok, Jean-Robert, il faut 1 minute d'abord. Samuel Motte d'abord. Alors, vous vous rappelez les naufragés chiliens, c'est-à-dire que ces gens-là qui étaient coincés pendant, je ne sais pas moi, tout un mois dans un, comment on appelle ça? Un tunnel. Comment? Dans un tunnel. Dans un tunnel, non, ce n'est pas un tunnel, c'était, je veux dire, là on extrait le comment? Dans une mine. Dans une mine, effectivement. Et le jour où on les a extraits, je me souviens bien des paroles d'un psychologue qui disait il faudra les assister pendant une longue période parce qu'on ne revient pas de l'enfer indemne. Je crois que la situation dans laquelle le MSC se retrouve aujourd'hui, moi je vais demander qu'on leur donne une assistance psychologique à partir du 9 parce que je crois qu'ils ne reviendront pas indemnes de leurs propres contradictions. Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent là, hein? La première chose, effectivement, dans une république, tout acte de viande doit être condamné. Tout acte de viande. Demain, si je suis président de la République et que je vois des gens qui sont rentrés dans la surenchère, quel est le réflexe que je dois avoir en tant que président de la République, premier responsable du pays? Je ne veux pas dire aller faire la sécession. Quand vous voyez des groupuscules de personnes se constituer pour pouvoir aller attaquer notre citoyens, qu'est-ce que moi, en tant que responsable de la République, qu'est-ce que je peux faire? Il ne s'agit pas ici de problèmes de RDPC contre les autres. Demain, c'est moi qui suis en responsabilité. Lorsque je suis confronté à ce genre de difficultés, quelle est la réaction qui sera la mienne? Il dit, lui, docteur Ita, que je sors de Mars. Oui, très bien. Peut-être que à Mars, il y a une très belle vie, mais il peut faire celle terrestre. Et quand je reçois votre récit, vous n'êtes pas là pour faire, je veux dire, l'apologie des souffrances ou alors des victoires des gens qui commettent des actes de viande. Quand vous dites par exemple, vous encensez la vie est insécure à tel ou tel endroit, ça veut dire qu'effectivement vous faites le relais des gens effectivement qui se sont mis en marge de la société. Les gens qui sont en marge de la société, on ne les prend pas en considération. Quand vous parlez de la sauvegarde de la paix, sauvegarder de la paix, ce n'est pas dire effectivement, premièrement, négocier. Oui, on peut négocier. Ça, c'est une forme je veux dire, de résolution des crises. De résolution des crises. On peut négocier. Mais avant même la négociation, nous avons une démarche que nous appelons chez nous, lorsque vous mettez des sécurités, on vous dit c'est pour protéger et sauvegarder. Protéger pour le présent, sauvegarder pour l'avenir. Et dans le cadre de la protection de la sauvegarde, les premiers instruments sur lesquels nous appuyons, c'est des éléments, c'est des règles républicaines, qui sont très souvent codifiées sous forme de lois et de règlements. Et dans les lois et les règlements de la République, on dit effectivement que les gens peuvent contester. Sous-entendu, sous réserve, qu'il y ait un certain nombre de choses qu'ils doivent respecter, notamment en matière de manifestation publique, en matière de revendication. On vous dit effectivement, vous avez le droit à l'expression, mais à condition que vous devez respecter, par exemple, la loi qui encadre les manifestations dans la République. Ça, vous le respectez. Si vous commencez à dire, oui, mais il y a cette telle loi-là qui existe, mais nous pouvons faire des distorsions dans telle ou telle zone,
À ce moment-là, vous installez une insécurité telle que demain, il y aura des déflagrations que vous ne pouvez pas savoir comment faire pour retenir. C'est les lois et les règlements qui vous disent effectivement qu'à l'intérieur d'une république, on suit le processus démocratique. Les divergences à l'intérieur d'une société, c'est ce que je disais tout à l'heure au début de mon intervention, vous en aurez tous les jours, vous en aurez tout le temps, vous en aurez partout. Mais qu'est-ce que vous faites? À partir du moment où je considère que je suis minoritaire, je patienterai nécessairement en attendant que ce moment-là d'arbitrage apparaisse, en espérant qu'à ce moment dit, je pourrai avoir la majorité nécessaire pour pouvoir imprimer ma volonté à moi. Mais en aucun cas, que l'on soit dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, à Douala, à Yaoundé, vous n'allez pas dire sous réserve, sous prétexte de telle ou telle humeur que nous avons du moment, nous allons enfreindre la loi. Un républicain sur le plateau doit dire effectivement, nous, effectivement, le RDPC ne fait absolument rien. Sauf que j'ai des statistiques qui me montrent qu'on a fait suffisamment beaucoup de choses. Il ne fait absolument rien. Je vais être porté de ce message-là qui consiste à dire aux populations non, jamais rien fait. Et le moment venu, on va les remplacer et on va faire les choses telles qu'elles doivent normalement être faites. Mais le schéma dans lequel ils s'inscrivent, ce schéma-là a des centres par exemple pour pouvoir me dire on a égorgé une personne. Le simple fait est idéal qu'à l'intérieur d'une société, que l'on puisse égorger un citoyen doit vous interpeller. Et non rester là pour pouvoir dire oui, mais le gouvernement n'a pu rien faire, la preuve qu'on a égorgé quelqu'un. Le gouvernement ne pourra jamais mettre... Pardon? Oui, mais c'est n'importe quoi, mais c'est bien cela. Le gouvernement ne pourra jamais mettre un gendarme devant chaque personne. Et là, dans cette histoire-là, il y a ce que j'appelle la notion de... C'est les deux qui ont le temps de parole. Je vais m'arrêter là pour te donner raison. Mais ce que je voulais vous dire, pour faire court, il faut faire en sorte que les partis qui sont dans le jeu démocratique puissent revendiquer leur étiquette républicaine au-delà de leur étiquette partisan. Quand il dit que quand la nation est attaquée, la nation, tout le monde va être de concert pour pouvoir faire en sorte que le problème puisse être résolu. Jean-Robert Wafo, Paulin Kemjo dit que le SDF est attaqué parce que il aurait trahi la cause anglophone. Mais qu'est-ce qu'il en sait? J'ai comme l'impression qu'il est frappé de puberté politico-médiatique. Parce que dit que le SDF dit ce qu'il dit là du SDF, c'est la preuve que la politique a commencé chez lui depuis peut-être seulement 2018. Vous parlez de quoi? Nous n'avons aucune leçon à recevoir de vous, monsieur. Je dis bien aucune par rapport à la question anglophone. Je dis bien aucune. Ne nous apprenez rien dessus. Il faut que ce soit tenu pour dit. Quand il se permet, par exemple, de dire que l'honorable Buiba, nous avons lâché l'honorable Buiba, mais il parle de quoi? Il parle de ce qui ne sait pas. Il est où, l'honorable Buiba? Vous ne l'avez pas lâché, il est où? Monsieur, est-il en exil? C'est mon temps de parole. Est-il en exil? C'est mon temps Je de vous parole. relance. C'est pas mon temps de C'est parole. intéressant cette question. Est-il en exil? Disciplinez ce monsieur. Allez-y. Écoutez, je ne fais pas la politique, hein, c'est depuis 2018. Je ne fais pas la politique. Allez-y. Si la politique correspond au mensonge et au dilatoire, je ne fais pas de la Je vous politique. donne mon temps de parole. Mais merci. Non, il me l'a donné. Merci. Je voulais dire quelque chose. Écoutez, vous savez très bien que qu'avant que l'émission... Mais restez chez vous avec votre désordre, monsieur. Eh bien, écoutez, c'est intéressant. Mais taisez-vous. C'est intéressant. C'est mon temps d'antenne. Ben, vous me l'avez donné. C'est mon temps de parole. Vous le reprenez? Et je vous le retire. Soyez discipliné, soyez calme. Ne soyez pas surexcité. Il constate que je le prends. Permettez. Écoutez, il n'a pas d'argument. Bon, c'est vrai qu'il a mon dos vision et puis bon, il veut bien se faire voir. Donc je voulais. Mais bien sûr, on est regardé. Monsieur Buiba, quand il a été menacé, l'honorable Buiba, qui a défendu l'honorable Buiba au niveau de l'Assemblée nationale? Est-il en exil? Mais il a choisi de partir parce qu'il estimait que sa vie était menacée. Et il n'a pas Qu'est-ce que vous avez fait? Mais disciplinez ce monsieur. Non, allez-y. Mais il est exécrable, monsieur. Permettez, Paulin Kemjo, je vous en prie. Sur un plateau. Vous avez vos questions. Vous avez prenez des Je veux voir jusqu'où il peut aller. Non, il a dit en antenne qu'il devait être désagréable concernant. Vous avez un bloc-notes devant vous. Voilà. Je vous en prie. Je veux voir jusqu'où il peut aller. Vous allez le relancer. Il m'a menacé en antenne. Je veux voir jusqu'où il peut aller. Je vous en prie, donc, Paulin Kemjo. Qui Nous vous sommes en des prie. gentlemen sur ce plateau. Il m'a menacé. vous en prie. Je veux voir jusqu'où il peut aller. Je suis exécrable. Et quoi encore? Et quoi encore? Paulin Kemjo, je vous en prie. Oui, Allez-y, monsieur le maire, Jean-Robert. Vous voyez le spectacle. Désormais, quand vous m'invitez, mettez des gens sérieux sur le plateau. Donc, il parlait donc de l'honorable Buiba.
quand il a été menacé, c'est les députés du SDF qui sont allés, qui ont rencontré le président de l'Assemblée nationale pour dire qu'il ne pouvait pas accepter que l'honorable Wiba soit donc arrêté. Et l'honorable Wiba, sentant que sa vie était menacée, est parti du pays. C'est sa volonté. Il est parti et personne ne peut lui reprocher d'être parti. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Quand vous êtes en plein instinct de survie, il est tout à fait normal que vous protéger votre vie. Il était menacé par qui? Mais vous ne connaissez pas le système. Vous êtes encore très jeune en politique. Le système. C'est vous êtes très jeune en politique. Voilà. Faites-nous des révélations. Allez-y. Il était menacé par qui? Très jeune en politique. Je ne fais pas de la politique. Quand monsieur... Mais écoutez, quand on parle du bastion, oui, le SDF, c'est... Nous avons un certain nombre de... Le nord-ouest et le sud-ouest, je suis d'accord. Donc nous avons un député dans le sud-ouest sur 15 et 13 députés dans le nord-ouest sur 20. Ça veut dire qu'au total, nous avons 14 députés, n'est-ce pas, sur les 35 dans le Nozo. En termes de sénateurs, nous avons 7 sur 20. Ça veut dire que le RDPC a 13 sénateurs. Alors, je veux bien savoir, alors que nous avons le monde d'élus dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, alors que nous avons fait de la question anglophone notre priorité, tant au niveau des institutions que, n'est-ce pas, dans nos prises de position. Votre priorité, pourquoi les indépendantistes s'attaquent à vous? Mais justement, parce qu'il y a un agenda caché. Mais je suis en train de dire, il n'y a pas que eux. Vous avez je dis bien tous ceux qui peuvent bénéficier du fait que le SDF soit empêché, n'est-ce pas, de participer à ces élections, tout cela, il faut diligenter une enquête en se dirigeant vers eux. Il faut que ce soit clair. Et puis autre chose, moi je vais dire, nous sommes dans une situation délicate. Nos candidats qui sont kidnappés de ce côté-là, je tiens d'avoir rappelé, ils demeurent des militants du SDF. Vous avez vu, n'est-ce pas, les vidéos dans les réseaux sociaux. Vous avez vu les menaces dont ils ont fait l'objet. Mais on a balancé dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas, des lettres de résignation. Oui. C'est clair que ce n'est pas eux qui les ont balancés. À partir du moment où ce n'est pas eux qui les ont balancés, on se pose la question de savoir qui les a. Donc qui les a écrites, ces lettres. C'est clair que ce sont ceux-là, donc, que c'est les bandes armées qui les ont menacés. Et je les comprends. Ils n'ont pas de choix. C'est par contre qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est par instinct de survie. Et nous leur demandons de tenir bon. Parce que pour nous, nous sommes toujours dans un front. Et en stratégie militaire comme en stratégie politique, un soldat mort, c'est un soldat inutile. Nous leur demandons, n'est-ce pas, d'être prudents, d'être vigilants. Et maintenant, pour notre participation, nous avons été clairs que tant qu'un minimum de sécurité, je veux dire de sérénité n'est pas requis par rapport à ces élections, nous aviserons. Mais il n'incombe pas au SDF d'assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est une tâche qui incombe à l'État du Cameroun. Nous, quand M. Motte se permet de dire que le SDF n'est pas un parti républicain, mais je rappelle une chose. Dès le déclenchement de cette crise, le SDF a été clair, nous sommes pour le fédéralisme et contre la sécession que nous proscrivons. Nous avons condamné les exactions d'où qu'elles venaient. Nous l'avons clairement dit dans nos prises de position républicaines. Nous l'avons fait et de façon ferme. Alors que des gens viennent chercher à vouloir nous donner des leçons. Je dis ceci. Et le SDF pèse ces mots. Ce qui arrive à nos candidats, il ne faut pas seulement regarder du côté des bandes armées, il faut aussi regarder du côté de certains cadres de l'ordre gouvernant. Qu'est-ce qui peut justifier monsieur Serge Alain Autou que depuis qu'il y a des kidnappings, depuis qu'il y a des intimidations, que ceux des maisons incendiées, que ceux du RDPC, en dehors du Premier ministre Joseph John Gouté, dont la maison a été incendiée la veille de sa nomination, manifestement parce qu'il y a eu fuite d'informations. En dehors de sa maison, montrez-moi une autre maison d'un cadre du RDPC qui a été incendiée. Montrez-moi un autre candidat du RDPC au municipal qui a fait l'objet d'un kidnapping. Montrez-moi. Okay. Est-ce que ce n'est pas suspect, monsieur? Donc, je dis, la vérité finira par éclater. Et pour qui? Celui qui a lu un excellent livre que je recommande à tous nos téléspectateurs de lire. Les crimes de la République. Okay, en 60 en France,
qu'on a massacré les militants du FLN, on avait fait comprendre qu'ils avaient tué des policiers. C'est 50 ans plus tard qu'on se rend compte que c'est la police de Pétain qui avait assassiné les militants du FLN. Donc rien n'est exclu. Si vous continuez à tenir ce genre de propos, vous n'aurez pas d'autre choix que de partir. Donc je dis bien, tout est possible. Ok, merci, on va revenir, je vous en prie. Tout est possible. Il faut des enquêtes véritablement indépendantes. Jean-Robert Wafo, on vous a compris. On va aller à la rencontre de Nadine Yambou, je vous en prie. On va revenir après le journal, c'est promis. Madame, Monsieur, le temps, c'est la fin de cette première partie. Le temps d'aller à la rencontre de Nadine Yambou qui va nous donner les titres du 20h. Bonsoir Nadine, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain Autou et bonsoir également à vos invités. Ce soir au journal de 20h, nous parlons de l'ECAM qui est en quête de crédibilité. Alors que la date du 9 février approche, le président du Conseil électoral exhorte ses pairs à œuvrer afin de gagner la confiance des populations. Eno Abrahams Egbe a donc visité ce jour les usines de production du matériel électoral. Également ce soir, nous irons à Sobi-Kabo, une banlieue de Douala 3e. Là-bas, les populations sont aux abois. L'insécurité, la promiscuité, le désordre urbain dictent leur loi. Ces populations lancent un cri d'alarme à la veille des municipales au Cameroun. Nous irons également, Serge Alain, voir l'ambiance ce matin à l'Assemblée nationale à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An. Si pour certains, c'était un moment de retrouvailles et pour bien d'autres, plutôt des instants d'adieu, les adieux de députés qui ne viendront plus à l'Assemblée nationale et ceux du personnel admis à la retraite. Serge Alain. Voilà, c'est donc la fin de Equinox Soir, première partie. Dans un instant, le débrief du journal, ce sera toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite donc, Madame, Monsieur, aux 20h, comme tous les vendredis, le 20h qui vous sera présenté par Nadine. Merci, meilleur à vous, Serge Alain. Rendez-vous vendredi 20h. Exactement. Voilà, Madame, Monsieur, dans un instant, la suite, Equinox Soir. Sur le plateau équinoxoise, la deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Jean-Robert Wafo, Dr Eta Ewane, Paulin Kemjo et Samuel Mott. Samuel Mott, vous avez suivi cet élément, la population qui, on l'a dit, on va le dire, collabore avec les autorités. C'est l'une des missions recommandées à ces soldats-là qui sont descendus au sud-ouest et au nord-ouest. On demande la coopération, la collaboration, c'est le terme, avec les forces de l'ordre. C'est un début de solution pour la crise. Dans ma théorie des digues, la population joue un rôle essentiel. Ça veut dire, à la limite, si on avait commencé par ça, il n'y aurait jamais eu de crise au nord-ouest et au sud-ouest. On s'en serait arrêté aux revendications républicaines. Et si les digues avaient notamment bien fonctionné, c'est les populations qui allaient dire à ses propres enfants, on ne prendra jamais les armes contre nous-mêmes. C'est justement parce qu'on a été connivant à un moment donné que ça a débordé. Là, je note avec beaucoup de satisfaction que les choses commencent à se normaliser, ou c'est les populations, même parce que très souvent quand on a laissé, lorsqu'il y a du désordre qui s'installe à un endroit, on ne sait plus qui va payer les pots cassés. Très souvent on a pensé au départ en disant de toutes les façons, ça va être un gros problème pour le gouvernement. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, la plupart des gens qu'on tue, c'est les populations locales. La plupart des gens pour lesquels la vie est compromise aujourd'hui, c'est les enfants de la localité. Et c'est pour cette raison-là, je crois qu'effectivement, de patience en patience, il y a ce mouvement-là qui commence à se former, qu'il faut encourager, parce que si on commence à être connivant, effectivement, on ne sait pas là où on va. J'estime pour ma part qu'on a perdu d'il y a 3 ans, ou peut-être 4, bientôt. Il faut effectivement que les gens se ressaisissent et puis également qu'on incite les gens sans toutefois les brimer en disant il y a une main tendue qui a été faite par le président de la République, il faut la saisir de telle manière à ce qu'on puisse normaliser. Mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut hautement saluer. Dr Eta Ewane, vous avez vu cet élément, la population qui décide de mettre la main sur un groupe de jeunes séparatistes qui avaient kidnappé un individu, c'est ce qu'on attend, c'est un début. La paix peut commencer par là, c'est-à-dire que la population elle-même décide de jouer entre guillemets les gendarmes.
I think, Mr. Otu, first of all, let me talk about your distribution of time, airtime. Yes, we know. I think you have the floor. You have the floor. You have the floor. Rationality in the distribution of Yes, you airtime. have the floor. Okay, so with regards to the arrested so-called Amber boys, well, I'm still very skeptical and careful when talking about this, if truly they are Amber boys, because the government has created a situation of chaos. The government created a vacuum that has been occupied by so many people, different groups of people. And in the Northwest and Southwest today, everyone calls himself an Amber boy. So you have gangsters, criminals, that have sat and have been intimidating the population, collecting monies from people. I know also Amber boys that have been going out and arresting criminals that have been extorting money from people, because they are also fundamentally against the idea of kidnapping and asking for ransom, because it's a real contradiction to the fight that they are leading. Now, because if the Amber boys are out and say we are fighting for a genuine cause, and at the same time they are intimidating their own populations, then they are completely lost in the game. So they are fundamentally against that idea, because that's what I have seen. I've seen videos of people whose hands have, body parts have been mutilated by Amber boys, because they said these people are gangsters. They are going out collecting monies from people. This is a personal experience I've had. I was here last January, and a phone call was made to my mother. I have to support the cause. I have to pay this amount of money, or my house in Kumba will be burned down. Well, I said, well, I'm ready to make that sacrifice. You can burn down the house. But those were not Amber boys. It's often criminals that know you so well, and they try to organize themselves to extort money from you. Now, so if you give in to their game, you lose a lot. You pay your money. It's become a business. And this is the situation we've been warning the government against. Don't let chaos set in, because you will not be able to control this. Everyone has become an Amber boy. So they call you, they know people are so much afraid of the Amber boys. And so they intimidate you. Comprenez que les Amber boys sont pleins de vertus, c'est ça? Sorry, sir? Est-ce que ça veut dire que les Amber boys sont pleins de vertus pour pas faire ces actions? I am not saying they are perfect. I'm not justifying anything, but I'm just giving you a picture of what is happening on the ground. That it's not just Amber boys, it's also a group of gangsters, criminals that are taking advantage of the situation, of the existence of Amber boys, to intimidate, terrorize the population, extort money from people. And I say, these are never people that you do not know. They are always people that are very close and that know that you have the ability to pay. Of course, they will not go to families where they know there is nobody who can pay them 100,000 or 200,000. So they know you have someone, maybe somewhere in the West, or you have a relative who is so well, financially well placed, and so they take advantage of that and try to make, it's a business that has established itself in the midst of the chaos that has been created by the CPDM government in the two regions. Ok, si on suit le Dr Ita, tout le monde se réfugie derrière Amber Boy, alors qu'il y a des criminels qui n'ont rien à voir avec les jeunes Amber. Oui, c'est Jalotou. Je souscris en grande partie à ce que le Dr Ita a dit, mais laissez-moi revenir un peu sur M. Mott. Tout à l'heure et depuis, il est dans un discours creux qui cache mal son incompréhension de la situation. Et c'est ce type de discours qui a conduit à la situation où on se trouve. Pour comprendre la situation qui prévaut sur le terrain, il faut se placer dans le paradigme de chaque acteur. Lui, il est dans le paradigme de la République du Cameroun. Les Ambazoniens sont dans le paradigme de la République d'Ambazonie. Ils ne sont pas gangsters. Et vous les comprenez qui sont dans ce Il faut comprendre. C'est parce que vous ne comprenez pas qu'on est arrivé à cette situation. Vous êtes connivant. Écoutez. Comprendre ne veut pas dire partager. Il faudrait que vous compreniez des mots simples. N'étalez pas votre incurie sur des choses basiques. Comprendre quelque chose permet de savoir de quoi il est question. C'est de ça dont il est question. Il ne s'agit pas de partager ou de ne pas partager. Il s'agit de comprendre. Parce que quand on a compris, on sait où on peut attaquer. On sait sur quelle cause on peut agir. Et l'attitude de M. Mott, qui se gargarise de la posture va-t-en-guerre du gouvernement,
est suffisante pour comprendre l'escalade de la violence dans laquelle on se trouve. Il parlait tout à l'heure, quand on parle de cette situation des Ambazoniens qui auraient été arrêtés par la population, on ne sait vraiment pas qui croire. Parce qu'on se souvient qu'il y a quelque temps, le gouvernement a dit qu'on avait attrapé des armes dans un engin d'une organisation non gouvernementale. On est coutumier de ce gouvernement qui nous a présenté au Cameroun, il n'y a pas moins d'une année, des faux observateurs de Transparency International. Alors il faudrait, c'est pourquoi tout à l'heure je vous demandais, je voulais voir les images pour voir d'où l'information venait, parce qu'il faut recouper l'information pour voir quelle est sa véracité. Les Ambazoniens, dans tous les cas, ne cachent jamais, ou bien ne se dédisent jamais quand ils ont commis un forfait. Et les Ambazoniens, s'ils constatent qu'il y a quelqu'un au sein de leur groupe qui commet des exactions sur la population, ils vont certainement le mettre de côté, parce que la cause pour laquelle ils luttent est plus grande que... Pour l'intermédiaire, vous mettez en doute l'information, parce que... J'ai dit qu'il faut la prendre avec les pincettes. C'est une information. Il ne faut pas d'emblée dire qu'il s'agit des Ambazoniens. Il y a beaucoup de groupes armés sur le terrain et on ne sait pas. Non, ce n'est pas ce que vous dites. Ça, c'est la logique du docteur Eta. Vous dites que comme vous n'avez pas vu, vous ne croyez pas. Je prends avec les pincettes. Vous n'avez pas vu les personnes... Bien entendu, il faut avoir une information et pouvoir la recouper. On ne peut pas d'emblée dire que effectivement ce sont les Ambazoniens. Il peut s'avérer que les populations ont arrêté effectivement des personnes qui les extorquaient de l'argent, mais qu'il ne s'agit pas des Ambazoniens. Donc on peut partir sur le principe qu'il s'agit des hors-la-loi que la population a arrêté. Sur ce plan-là, on est d'accord, parce que la population directe a eu un préjudice qui a été causé par ces personnes. Mais avant de finir mon propos, vous me permettrez, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de remercier M. Wafo. Tout à l'heure, il m'a taxé de pubère médiatique. Non, permettez. Écoutez, vous allez revenir. Je vais revenir. Le débrief, mais je voulais dire. Je vous en prie, le débrief a ses règles. Okay? On est d'accord. On va revenir. On réagit d'abord sur l'information. Oui. Je vous en prie pour l'information. On est d'accord. Vous allez revenir. Permettez à Jean-Robert Wafo de s'exprimer sur le débrief d'abord. Jean-Robert Wafo. Oui. Oui, sur ces jeunes-là qui ont été arrêtés, on va le dire comme ça, par les populations du village et remis aux autorités. Mais bon, nous espérons que ceux qui ont été arrêtés par les populations seront exploités, seront traduits devant les tribunaux conformément à la loi, parce que j'estime que nous sommes encore dans une république et qu'ils bénéficieront, n'est-ce pas, d'un procès équitable. Et en matière d'exploitation, je ne vais pas dire les méthodes qui ont généralement cours, mais une chose est sûre, c'est quoi? C'est que ce qui arrive aujourd'hui, il ne faut pas regarder où on est tombé, il faut regarder d'où on a glissé pour tomber. Une chose, c'était prévisible, ce genre de choses. Dès le début, je l'avais dit à une émission culte comme celle-ci, c'était Droit de réponse, c'est le 1er octobre 2017, j'avais dit tel que ça va là, il y aura s'il n'y a pas un dialogue politique nationale inclusive sur la forme de l'État, c'est-à-dire si on ne passe pas rapidement au fédéralisme, il y aura une circulation incontrôlée, n'est-ce pas, des armes de ce côté, donc dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, il y aura des prises d'otages, il y aura des bandes armées, etc., etc. On n'a pas compris aujourd'hui, ce qui arrive là, ça ne me surprend pas, bref, moi, ça ne me surprend pas, mais toujours une chose est sûre, c'est quoi? C'est que si les populations ont pu mettre la main, n'est-ce pas, sur un de ces bandits, oui, qu'il soit convenablement, et donc qu'il soit exploité. N'est-ce pas, par les autorités, conformément, je dis bien conformément à la loi. Parce que on ne saurait créer, c'est-à-dire qu'on ne saurait rendre justice en créant une autre injustice. Okay. Donc, bon, tout le reste que je dis, pour qu'il y ait une accalmie, et d'ailleurs le SDF l'a toujours reprécisé, la seule solution pour que l'accalmie revienne progressivement et de façon efficiente, c'est qu'on passe au fédéralisme. C'est tout. Et on aboutira au fédéralisme, quel que soit, M. Serge Alain autour, le degré de rétention, le fait de freiner des 4 fers par Yaoundé, pour ne pas qu'on accède au fédéralisme. Parce que je sais une chose, toutes les guerres ont une fin. Et pour qu'une guerre ait une fin, les gens sont obligés de s'asseoir autour d'une table. Et au finish, c'est clair que
le fédéralisme va l'emporter pour qu'il y ait cette paix. Et j'ai dit vivement que ça se fasse assez rapidement. Ok, merci. Paulin Kamdjodon, on revient sur le deuxième point, le boycott. Pourquoi vous êtes attaché au boycott? Profitez donc pour... Écoutez, une fois n'est pas coutume, je voulais le remercier de m'avoir traité de vous embrayez sur le deuxième élément. C'était une confirmation que j'avais un esprit pur et innocent et que je m'intéressais aux choses vraies. Adolescent que je suis donc, puisque un pubère c'est quelqu'un qui est adolescent, je découvre, il faut le dire, la méchanceté et l'égoïsme des personnes comme lui et ceux du RDPC qui font campagne pour qu'on aille aux élections, pour que les populations du nord-ouest et du sud-ouest soient utilisées comme chair à canon pour donner un certain crédit à Paul Biya et à sa capacité de continuer à conduire le Cameroun vers la prospérité. Je ne veux pas être comme lui, un grabataire, je dirais, sénile et cynique, qui, sur la scène politique, utilise la position qui est la sienne pour récolter des subsides, peut-être dont il utilise pour vivre. Une fois que j'ai dit ça, je dis, Maurice Kamto, il est soucieux de l'unité du Cameroun. On l'a dit, la crise au nord-ouest, organiser les élections en l'état actuel, c'est affirmer la partition de facto et de jure du Cameroun, parce qu'il est clair que les populations du nord-ouest... Oui. Qui est grabataire sénile? Écoutez, j'étais dans les figures qu'il a utilisées, il m'a traité de pubère. Oui. En politique, okay. Voilà, il est grabatès, voilà. Je ne veux pas être comme lui. Oui, sénile et cynique, je ne veux pas être comme lui. Il se décrit très bien. Je ne veux pas être comme lui. Il est les deux à la fin. Je ne veux pas être comme lui. Voilà, je ne veux pas être comme lui. Je ne veux pas être dans ce cynisme-là qu'ils ont au SDF de donner l'illusion qu'ils sont en faveur de la paix alors qu'ils veulent aller aux élections. Et vous le savez très bien sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'indiscrétions selon lesquelles le SDF aurait reçu beaucoup d'argent pour participer à ces élections. Et donc c'est assez dommageable que pour des subsides d'un petit moment, on puisse se lancer dans un processus comme celui-ci qui engage la vie d'une nation et des millions de personnes. Je disais que le MRC ne s'inscrit pas dans cette démarche parce que le vivre ensemble est un concept fort chez nous. On estime que le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest, est un Cameroun qui est fier et fort de sa diversité culturelle, linguistique, le français et l'anglais, et qu'il est temps, après 3 années, dont on a vu que nos forces armées n'ont pas réussi sur le plan militaire de gagner la guerre, qu'il est temps qu'on puisse arrêter la saignée, autant dans les rangs des forces armées, autant dans les rangs des populations. Parce que, soit dit en passant, ce que M. Tiroma, depuis le début de cette crise, avait taxé de terroristes, en parlant des jeunes qui manifestaient et qui exprimaient leur désaccord contre la marginalisation des anglophones, ne sont pas des terroristes. Pour taxer des gens de terroristes, il faudrait qu'un tribunal les qualifié de terroriste. On peut encore avoir un discours de présumé terroriste. Permettez, j'ai donné, vous êtes pour le boycott. Oui. J'ai demandé, qu'est-ce qui vous amène à boycotter? C'est ça la question. La fin de la guerre au nord-ouest, il est pour le boycott. La fin de la guerre. Ici à ma gauche, ils sont contre le boycott. Donc je vous donne la parole. Oui. Dites-nous pourquoi vous vous appelez au boycott. La fin de la guerre au nord-ouest et l'érection d'un code électoral qui permette à avoir une élection crédible et transparente. Voilà. Parce que le Cameroun ne peut s'inscrire dans le développement que si tout le monde est d'accord que les populations ont choisi les gens qui les représenteront valablement. Voilà, Dr. Ita. Like I said at the beginning, pourquoi on ne devrait pas aller aux urnes? Elections are supposed to be free. People should have the possibility to go out freely, vote, and return to their homes. Given the present conditions in the northwest and the southwest regions, it is not possible for people to go out, go to the polling stations. Even the polling agents themselves, including some of the so-called candidates, will not have the courage to go to these places
because there is no guarantee that if you go in, you will come out again. So the priority of the government should be the restoration of peace. Peace should be, in order for people, an election is a process, and it's a cycle. It's not a single event. So the elections of maybe the so-called elections of February 2020 should lead to another election. That is a cycle. Presently, I say it is not possible. I was in Melong yesterday to offer, provide gifts from the Cameroon Patriotic Diaspora to the internally displaced people. And most of these people were from my native Kupe Moninguba and Lebialem. And when I was leaving, I was expecting to see maybe 100 people, 60 people. When I called the Reverend Father at the minor seminary in Melong, well, I told him, well, I think we should have between 60 and 100 people. Mr. Sergio Alain, I had 200 families with 800 people. Now, these are people who are supposed to vote in the next year, these elections. And these people are currently in Melong. So how do you get these people to elect local representatives? Because we are talking here about proximity elections, municipal and legislative. So they are supposed to return to Bangem, return to Tombel, to Fontaine, to be able to vote. Most of them have not even been registered. They don't have homes. Your soldiers have burned down their homes. They don't have homes. So where do you expect these people? Soldiers. Because you support the regime, and that's why I call you your soldiers. Because you are here. Well, you're free to say that. You're free to say that this is the attitude that you people in the CPDM have. You know, this arrogance, it doesn't work with me, because right here, you try to give me lessons of a state. And I'm telling you, you have a very reductionist understanding of the state. And your understanding of the functioning of the state is so deterministic that you think it is just the state can only assert its legitimacy by obligation. This is a very Machiavellic approach. And that has been the theoretical background for the functioning of your head of state. He has always adopted this Machiavellic approach to the state. You cannot assert your authority or your legitimacy by obligation. We have passed that level. Mr. Biya and the CPDM or the regime, the government is there to serve the people and not the people serving the government. So the government has to listen to the people. These people had a clear message. They made it known to the government. They passed this message through different channels to the government. So what I'm saying, the government has to listen to these people, and the priority of the government should not be elections. You are rushing for elections because you find there are all signs. Your government is a crumbling government. This is the end signs for the end of a regime are all evident. Everyone sees it. It's only people of the CPDM that have been blinded so much by power that do not see the power. Mr. I need some more time to come. Monsieur, j'ai eu beaucoup moins de temps que vous. Non, pas vraiment. Oui. Okay. So, si était Michel, donc il allait dire votre diatribe. yeah, so what I'm saying, well, you can say what you said, but I'm saying, well, I've been training people about the functioning of the state and the state at degree levels that are still a dream to you. So people pay a lot of money to get these lessons from me, and I can give that to you for free. So have the humility to listen to me. Okay. So elections in the Northwest, we are not against elections. Yeah. Elections are a normal democratic process, but we should create an enabling environment for every Cameroonian to freely participate. Of course, we are not saying if they organize it some other year, the CPDM will lose. No, if they win a free election, we are happy with that. Voilà. Ils sont plus attaqués. Oui, ça c'est le front du oui. Non, mais c'est nous qui sommes plus attaqués. Oui, vous allez donc, je vais vous passer la parole. D'abord, Samuel Mout, il y a cet extrait du président de la République, le discours 31 décembre. Il dit: j'exhorte donc tous les Camerounais inscrits sur les listes électorales à aller voter. Il demande de boycotter le boycott, c'est ça? Oh, le boycott n'a pas dans la République, il ne faut même pas qu'il en parle. Ça ne peut pas sortir une bouche sacrée comme celle du président de la République.
Je considère tout simplement qu'à un moment donné, c'est sorti. Elle peut être ça. Il s'est trompé. Il n'a pas parlé de boycott. Il exhorte les gens à aller voter. Comme en tout temps, on demande également à l'ensemble des gens qui veulent participer à la vie il a fait un post en ce sens. D'aller voter. Il faut effectivement que les gens aillent voter. Parce que le langage que j'ai en face me donne beaucoup de doutes. Il y a quelque chose de simple. Quand il parle de cycle de vie démocratique, pontier d'élection, vous considérez par exemple comme Jean-Robert Wafo, il soutient, mais il a également c'est une voie républicaine. Nous considérons que le fédéralisme c'est la solution pour le Cameroun. On installe ça comme étant un thème de campagne et on débat autour de ce thème pour pouvoir dire le jour où je serai en fonction, je vais instaurer le fédéralisme. On ne bloque pas la vie publique. On ne bloque pas la vie publique en disant effectivement sur la base des analyses qui à la limite s'apparentent beaucoup plus à des souhaits, à des vœux pieux. Parce que quand vous voyez des individus qui en sont à douter du fait qu'on a arrêté un certain nombre de personnes qui sèment la terreur au nord et au sud-ouest, ça me pose un problème. Quand vous voyez des citoyens camerounais qui en sont à donner un certain nombre de vertus aux gens qui sèment la terreur dans une partie de notre territoire, ça me pose des problèmes. Mais également la vie démocratique qui parle de cycle, mais également il faut qu'il parle des acteurs, au-delà des règles sur lesquelles il voudrait également s'appuyer pour pouvoir discuter un processus. Ça demande également que les gens puissent être responsables et que chacun à son niveau puisse jouer son rôle. Quand on a été dans l'incapacité de faire des listes électorales, on se calme. Quand on a été dans l'incapacité de faire une représentation nationale, on se calme. Quand on s'est trompé de stratégie, au lieu, et tout le monde, les républicains de ce pays, du monde entier, attendent le MRC dans cette voie-là. Vous vous rappelez ce que les sous-préfets ont fait? Vous avez oublié? En se disant, effectivement, ils ont perdu une élection présidentielle. Même si c'est dommage. Ça en était encore à pleurnicher 6 mois après. C'est pour cela qu'on est dans cette crise. Ils auraient dû se concentrer. Tout le monde entier a vu. Celle qui consiste à dire on prépare l'élection d'après. Et c'est parce que sincèrement. Tout le monde a vu que les sous-préfets ont empêché qu'on nous sauf M. Mott. Et il se gargarise de conclure. Mais c'est amusant, M. Mott. Oui, permettez. C'est un monsieur qui a mis les œillets et qui parle. Ça veut dire qu'il ne s'entend pas parler, il n'est pas dans l'actualité, mais il est comme s'il était devant un miroir dans sa chambre et il parle. Permettez. C'est ahurissant. Il veut être un député. Permettez. Mais c'est ahurissant. C'est beaucoup de méchanceté. Vous avez un visage d'ange, mais vous êtes foncièrement cynique. Je vous en prie, mais il est foncièrement cynique. Non, je vous en prie. Je voudrais terminer là-dessus. Je suis un républicain. Je veux que la vie publique continue à tourner autour d'un débat républicain. Et c'est pour ça que de manière solennelle, après le 9 février, je souhaiterais qu'on prenne une assistance psychologique à l'ensemble des gens qui, comme celui-là, pointent aujourd'hui au MRC parce que je crois qu'ils en auront bien besoin. Ok. Jean-Robert Wafo, malgré les intimidations, les enlèvements, le SDF ira au double scrutin. Dans les 8 autres régions, nous irons. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, nous aviserons. Ça, c'est clair. Et j'ai entendu, n'est-ce pas, des argumentaires laborieux, pas du docteur Iwanais, mais de M. Kemjo, sur les raisons du boycott. Je comprends très bien que il est dans un trou et il cherche à sortir le long des parois en sortir en s'agrippant le long des parois. Quand vous dites ici que le pays, que la paix d'abord, les élections après, je suis d'accord avec vous. Est-ce que c'est ce qui s'est passé à la présidentielle de 2018? Non. Doit-on répéter les mêmes erreurs alors? Je vous pose la question. Ok. Quand vous dites doit-on répéter les mêmes erreurs? Doit-on répéter les mêmes erreurs? Je vais m'exprimer sur le boycott. Oui, rapidement donc. Vous posez une question. J'ai envie de dire. Laissez les autres parler aussi. Non. Mais si. Il exagère. Je suis content. Je suis content. Donc je suis à ceci. Si c'est pour le boycott, si le boycott est actif, Monsieur Wafo n'a pas d'accord. Il est pertinent. Mais s'il est passif, c'est-à-dire les gens restent chez eux et laissent donc ne partent pas. C'est-à-dire que restent chez eux et n'empêchent pas que les gens aillent bloquer, donc aillent voter.
c'est un boycott qui ne sert à rien, qui ne sert que de boulevard au RDPC, qui ne peut que le financer. Dans cette législature, parce que le boycott actif, qui a la majorité à l'Assemblée? Le RDPC. Qu'on empêche qu'il y ait des élections. Ok. Et je vais vous dire, vous comprenez pas ce que veut dire. Il y a deux logiques de prise de pouvoir dans un pays. Il y a la logique institutionnelle, c'est-à-dire vous allez dans les institutions et vous faites bouger les lignes jusqu'à ce que vous parveniez à grignoter un certain nombre. Il y a la logique insurrectionnelle. Ok, on vous a compris. Merci. On prend les armes. Avez-vous les moyens de faire le boycott? Candidature. Merci, cher monsieur. Merci. Merci pour l'incanto. Merci pour l'incanto. Thank you, Dr. Eta. Chaque Camerounais doit dire à son voisin de ne pas aller. Vous n'avez rien compris. Merci, cher monsieur. Bonsoir. Ouvrir le boulevard.